C'est vendredi, c'est l'heure de Friday Night Sports Machine. Mon nom est Stevie Ray. Et cette semaine, encore une fois, nous allons faire la revue sportive de tout ce qui s'est passé cette semaine. Et sans plus tarder, nous allons rejoindre quelqu'un par voie téléphonique qui connaît tout le monde et qui est connu de tous, spécialement dans le monde du sport. Bonjour, Ménic Le Barbier. Bonjour, Ménic. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Avec la belle neige, tranquillement, ça fait du bien. Ben, il aurait fallu que nous recevions ça à Noël. Je sais que lundi, tu retournes au travail et je suis bien certain que tu as les jambes remplies de fourmis parce que dans ton cas, le mot retraite n'est pas dans ton vocabulaire. Non, c'est certain que j'ai hâte à lundi pour retourner. Puis surtout là, tu sais, on a quand même, malgré toutes ces bad luck-là, on a quand même un peu de baume à la avec le Canadien qui va quand même assez bien, même très bien, si on pourra dire, malgré la défaite d'hier, mais ça fait partie de la joie. On ne peut pas toutes les gagner. Là. Donc, on va avoir de l'estimation en masse. Donc, on va avoir du stock à jaser. Ménic, jusqu'ici, là, le Canadien représente une équipe qui a beaucoup d'attaques. On a fait des belles acquisitions. C'est quoi ton appréciation du Canadien de Montréal pour l'édition 2021? Ben, écoute, moi, je trouve que le Canadien, là, je trouve que Marc Bergevin, qu'est-ce qui a été cherché, les joueurs qui ont été cherchés, là, tu regardes ça, c'est tellement plaisant, là, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Tu sais, il y a tout le monde qui jase, qui donne leur opinion, puis disent on devrait aller faire ici, on devrait aller faire ça. Je pense que l'équipe est en place. Claude Julien, avec l'expérience qu'il a gagné une Coupe Stanley avec les Blues de Boston, je pense qu'il va nous mener à bon port pour un bon bout de temps. Sur le match d'hier, qu'est-ce que tu me dirais? Qu'est-ce qui explique cette défaite contre l'équipe qui est 31e au classement général? Ben écoute, la partie d'hier, tu sais, on avait une mauvaise encore, comme on pourrait dire. Gars comme Suzuki, il n'a pas joué le match d'habitude, mais c'est encore c'est un jeune. Tu sais, on ne peut pas tous les gagner. Quand l'année passée, on a parti 3 contre les Red Wings de Détroit. Tu sais, c'est des parties, c'est comme ça. Des fois, la confiance est trop grande, puis il nous arrive avec des surprises. Faut pas oublier que Ottawa a quand même parti de 9 jours. Ils sont dus pour en gagner une. Puis moi, je ne dis pas que c'est une défaite du Canadien. C'est une victoire des sénateurs d'Ottawa. Pour quand même le rendre à César ce qu'a fait à César. Chabot et Patévo. En tout cas, je pense que l'autre bord, ils ont très bien joué aussi. Ouais, j'aime bien ta version des choses. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que le Canadien va enfin se rendre en finale cette année? Ben, moi, je pense que je ne veux pas être trop optimiste, mais je dors tranquille là-dessus. Là. Je ne suis pas rendu là, mais je pense qu'on va faire un beau bout de chemin. Puis, ce qui est le fun aussi, il ne faut pas oublier, ils sont très agréables à voir jouer. Les gars se présentent à tous les soirs. En tout cas, je pense que cette année, ça va être une bonne année pour nous autres. Mon cher Ménic. Le malheur, c'est qu'il n'y a pas 21 000 personnes dans les estrades. Ça, c'est drôle. Ouais, ça s'en vient. Ménic, toi qui as tout vu, tu as côtoyé les grandes équipes du CH depuis plusieurs décennies. Tu as connu l'époque de Gretzky, Lemieux et j'en pense. Le hockey d'il y a 40 ans ou le hockey d'aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu vois une différence qui fait en sorte que tu es nostalgique ou tu aimes autant le hockey d'aujourd'hui? Ben, faut quand même admettre que le hockey a quand même évolué, malgré que j'ai bien apprécié les bonnes années, comme tu mentionnes. Mais là, il faut dire que le jeu est rapide, pas à peu près. Ça frappe comme jamais. T'es mieux de tenir la tête haute. On voit ça tous les jours. Non, sans discréditer le hockey du passé, qui était quand même très agréable, parce qu'on avait toujours une bonne équipe aussi. Mais il faut quand même dire chapeau aux athlètes d'aujourd'hui. Jouer dans les conditions qu'ils jouent. Je dois dire chapeau pour nos joueurs d'aujourd'hui. Mon cher Ménic, je vais donner l'adresse de ton commerce, le Salon de Barbier, que tu possèdes depuis 1960, qui est situé justement, c'est un drôle de hasard, au 1960 de la rue Masson. Si quelqu'un t'avait dit en 1960 qu'en 2020-2021, tu serais encore là, est-ce que tu l'aurais cru? Non, parce que, juste pour te reprendre un petit peu, moi, je suis arrivé là en 1959. L'adresse, c'est 1960. Et moi, je suis arrivé en 59. Ça fait 62 ans que je suis là. Mon cher Donc, Ménic. je n'aurais jamais pensé. Ben oui. Quand j'ai fait ce métier-là, c'était pour m'amuser, c'était pas pour partir d'un commerce. C'était pour gagner ma vie, puis passer mon temps. J'étais jeune, j'avais 18 ans. Mais Dieu merci, ça a bien été. Fait qu'aujourd'hui, je suis bien fait du passé qu'on m'a donné.
Mon cher Ménic, tu fais partie du paysage sportif depuis des décennies, comme je l'ai dit. Tu en as vu, tu as vu tout ce qui s'est passé depuis très longtemps. Moi, je t'ai vu cet été, je dois dire en terminant que tu es en grande forme et j'ai rarement vu quelqu'un rendu à ton âge. Je donnerai pas ton âge, mais je veux dire, t'es encore beau bonhomme, puis je te souhaite longue vie à toi et à ton commerce. Ben, t'es bien gentil. Merci Ménic, bonne journée. Ça fait plaisir. On va rester dans le domaine du hockey. On va faire la révision de la semaine du Canadien de Montréal. Une semaine qui nous a donné beaucoup d'émotions. Premièrement, la COVID. Maintenant, autour des Sabres de Buffalo, d'être atteints par cette maladie. Et n'oubliez pas, ça c'est le résultat de jouer sans bulle. C'est la Ligue nationale qui le voulait comme ça. Le Canadien n'est pas à l'abri parce qu'on rit des autres formations qui sont mal prises. Mais ça pourrait arriver aux Canadiens. Mais dans le cas du Canadien, moi, ce que je dirais en corrélation avec la COVID, c'est que, rappelez-vous, l'an dernier, ça a servi la cause du Canadien, qui s'est glissé en séries éliminatoires, justement, à cause de cette crise, dans cette formule que moi, j'appelle la formule charité. Et à partir de là, on a réussi à bâtir quelque chose avec le Canadien. On s'est rendu compte qu'on avait quand même une pas si mauvaise équipe que ça. Donc, pour faire la récapitulation de la semaine du Canadien, samedi, alors qu'on affrontait les Flames de Calgary, dans l'avant-match, moi j'ai bien aimé le commentaire de Martin McGuire, la voix officielle du 98.5. Il a dit que le succès du Canadien fait parler d'un océan à l'autre. Ça veut tout dire. Il faisait référence aussi à la division canadienne. Mais la vraie pression, vous le savez, ce n'est pas c'est d'être les favoris, justement, parce que quand il n'y a pas de pression, c'est plus facile. Et le meilleur exemple, on n'a qu'à penser aux Panthers de 1996, qui n'avaient aucune pression avec un club, disons, de second ordre, qui se sont rendus en finale pour finalement être balayés par Patrick Roy et l'Avalanche du Colorado. Donc, samedi, dans l'avant-match, Julien a parlé de limiter les erreurs contre les Flames, de garder le momentum, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ça a été une défaite par blanchissage de 2-0. Le Canadien s'est buté à un gardien de but en forme qui faisait un retour au jeu, soit Mark Strom. Et on voit aussi encore les résultats de la Ligue nationale qui ne changent pas sa mentalité. C'est une mentalité dinosaurienne. Encore un coup salaud, cette fois de la part de Dylan Dubé contre Jesperi Kotkaniemi. Et ça, comme on dirait dans le jargon, c'est That's NHL Hockey. Maintenant, la clé après une défaite difficile, quand on parle du Canadien, c'est de garder la tête froide parce qu'il y a plusieurs vétérans stabilisateurs au sein de l'équipe. On n'a qu'à penser à des joueurs qui ont des bagues de la Coupe Stanley, comme Joel Edmondson, Corey Perry, Jake Allen et Tyler Toffoli. Et là, ça, c'est bien certain que ça vient calmer les ardeurs dans le vestiaire. Quand on vit des moments ou des doutes, comme après une défaite de 2-0, malgré que le Canadien a très bien joué dans ce match, qu'il aurait pu remporter, il faut être franc dans ce cas-là. Maintenant, le Canadien a rebondi lundi contre les Canucks. C'était rafraîchissant. Ça fait du bien de voir le Canadien mener 6-1 après 40 minutes de jeu et de voir un défenseur comme Jeff Petrie qui se transforme tranquillement en Bobby Orr. Le Canadien a su se relever et on constate que le Canadien est une équipe qui carbure à l'octane élevé. Donc, mardi, le jour suivant, 2 matchs en 2 soirs. C'était le 1000e match en carrière de Shea Weber. Et ça, c'est un exploit, spécialement en jouant à la défense, avec toutes les blessures qui surviennent tout au long d'une carrière. Quand on parle de Shea Weber, oui, on parle de son lancer frappé, un lancer marteau, la présence physique, beaucoup de stabilité apportée par ce joueur, le respect, spécialement des équipes adverses. C'est un exemple pour les jeunes. Et quand on fait une comparaison de capitaine, disons que si on fait une comparaison avec le capitaine juste avant, soit Max Pacioretty, qui était Monsieur Boudin, dans le cas de Shea Weber, il est rassembleur, c'est tout à fait l'inverse. Il est calme, beaucoup de respect, comme je vous le dis, à l'intérieur du vestiaire. Tout ce qui lui manque, c'est une Coupe Stanley. Donc, mardi, il a été le joueur du match pour ce 1000e match. Une victoire de 5-3 du Canadien. On a pu constater qu'on a un one-two punch bien à nous ici à Montréal avec Josh Anderson et Tyler Toffoli avec 2 buts chacun. Tyler Toffoli qui tranquillement commence à ressembler à Guy Lafleur certains soirs. Il est venu encore hanter, moi je dirais même martyriser ses anciens coéquipiers des Canucks de Vancouver qui doivent regretter d'avoir laissé partir plutôt un tel joueur parce que ce qui explique souvent de telles transactions, de tels mouvements de personnel, eh bien c'est le plafond salarial. Et ça aussi, la performance de Tyler Toffoli fait jaser sur la planète hockey. Moi, ce que j'ai remarqué en fin de match, et là on voit que c'est un joueur d'équipe, la générosité que l'on remarque chez les grands athlètes. Il faisait face à un filet désert, il aurait pu avoir un truc du chapeau, mais non.
Il a fait une passe à son défenseur Jeff Petrie. Jeff Petrie, dont le revers aussi fait discuter parce que c'était tout un but qu'il a marqué. Moi, j'ai entendu une belle blague sur Tyler Toffoli qui m'a été racontée par une femme. Tyler Toffoli, il doit être tough au lit. Maintenant, suite au succès du Canadien, ce qu'on remarque, même mardi, après la belle victoire de 5-3, comme je vous le dis, le Canadien qui offre un jeu rapide à outrance, et ça, c'est ça donne beaucoup de plaisir à regarder. Ça fait différent des dernières années où c'était toujours des matchs de 2-1 et de 3-2. Mais là, les gens commencent à dire, ouais, mais c'est parce que la section est faible. Moi, j'ai l'impression que les gens sont trop habitués de ne voir que du négatif sur la glace de la part du Canadien et à l'extérieur de la patinoire également. Ça fait 10-15 ans qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais à quoi ça sert aussi de parler d'une division faible? Tant mieux si c'est vrai. On va affronter, comme vous le savez, dans les 2 premières rondes, des équipes de la division canadienne en séries éliminatoires. Alors, ça pourrait nous aider. Donc, hier, contre les pauvres sénateurs d'Ottawa, on aurait pensé, moi personnellement, je pensais que les joueurs en auraient profité pour gonfler leurs fiches individuelles, mais ça n'a pas été le cas. Le plan de match, c'était de faire attention de ne pas prendre cette équipe à la légère. Je pense pas que c'est ça qui s'est produit. On était dû, comme Ménic le disait, pour perdre un match. Ottawa, de leur côté, c'était attention à eux parce qu'ils pourraient jouer les troubles-fêtes. On voit ça parfois, une équipe qui sort de nulle part. Ottawa, c'est une équipe dont les vétérans, dont on a fait l'acquisition, sont tout simplement inadéquats pour consolider la banque de jeunes joueurs qu'on a. Une équipe qui n'avait qu'une seule victoire avant le match contre les Canadiens. Moi, j'ai aimé le commentaire de Drouin d'avant-match qui disait « Nous, on se fout des autres équipes. Ce qui est important, c'est le rendement de notre équipe. » Comme une famille, on pourrait dire. Mais contre Ottawa, hier, il faut le dire, il faut être franc. Le CH a été tout simplement amorphe. Carey Price a été tout simplement mauvais. Lui, dont le pourcentage d'efficacité par rapport aux arrêts est maintenant en deçà de 0.900 à 899. Et ça, pour un gardien de sa trempe, c'est inacceptable de haut niveau comme lui, qui est encore considéré dans le top 5 de la Ligue nationale. Et il faudra qu'il se ressaisisse. Donc, ça a été une 2e défaite en temps régulier. Et Ottawa, c'est loin d'être une puissance, mais on voit quand même qu'il y a quelques bons joueurs, dont Thomas Chabot hier, qui a montré son talent. Pendant ce temps-là, eh bien, Dano n'a toujours pas marqué, lui qui va regretter amèrement d'avoir refusé une offre de contrat de 30 millions de dollars du Canadien de Montréal. Et même chose pour Byron, qui n'a toujours pas marqué. Et suite à cette défaite ce matin, vous connaissez le marché de Montréal, c'est particulier. Le Canadien s'est fait crucifier sur les tribunes téléphoniques, comme si c'était la fin du monde. Mais n'oubliez pas, au moment où on se parle ce matin, en tout cas, le Canadien est 2e au classement général, seulement un petit point derrière les Maple Leafs. Donc, moi, ce que je dirais au public de Montréal, c'est de respirer par le nez. La prochaine rencontre, n'oubliez pas, demain samedi, c'est à 13 h. Mais s'il vous plaît, dites-moi que le Canadien ne va pas en perdre une 2e d'affilée contre l'équipe qui est 31e au classement. Maintenant, on va parler de la NFL, parce que la NFL, présentement, c'est vraiment la chose dont on parle le plus en marge du Super Bowl de dimanche. En studio, on a un receveur de passe. Est-ce qu'il sera 3-3? Ah, non, cette fois-ci, il a échappé. Donc, 2e essai et 10. Vous le savez, c'est la ligue numéro 1 de sport professionnel, la NFL, qui va sûrement nous présenter une entre-saison qui nous réserve beaucoup d'actions et de mouvements de personnel, spécialement au niveau des quarts arrière. Il y a eu une méga transaction, comme on les aime, samedi dernier, impliquant les Rams et les Lions. Moi, je vais vous expliquer, selon moi, pourquoi, en mon humble avis, on a effectué cette transaction du côté des Rams. Ils ont donné 2 choix de première ronde, 1 choix de 3e ronde. Ça, c'est beaucoup. Il faut comprendre que la fenêtre des Rams se rétrécit. Et là, c'est le temps. On a une chance de remporter quelque chose. C'est all-in, comme on dit. Et peut-être aussi qu'il y a eu le phénomène de donner du salary dumping, comme on dit en anglais, de donner un salaire, soit le 134 millions qui a été offert sur 4 ans à Geoff... son nom m'échappe, le corps arrière des Rams. 134 millions, c'est dur sur une masse salariale. Et pour les Rams qui transigent justement pour aller chercher à Détroit peut-être le morceau du puzzle qui manque.
Matthew Stafford, justement, celui qu'on a été chercher comme quart arrière, il a 32 ans. Et selon les experts, eh bien, c'est déjà une présence au Super Bowl qui attend les Rams. Aucune victoire, par contre, pour ce joueur en séries éliminatoires en carrière. Il est désespéré pour gagner. Mais il faut dire que le jouer à Détroit, ça représente un véritable cimetière. C'est comme avoir joué dans les ligues mineures pendant 12 ans. Mais encore là, il faut expliquer cette transaction, c'est all-in. Stafford n'est peut-être pas un joueur générationnel, mais le potentiel est là. Il a mangé son pain noir longtemps à Détroit, donc son apprentissage est fait. Et il faut aussi dire que dans le monde du football, je pense que les dirigeants des Rams sont des gens qui savent de quoi il en retourne quand c'est le temps de choisir un joueur. Ils ont bien étudié le dossier. Ce qui explique aussi la transaction, c'est que c'est un ancien recruteur qui est maintenant directeur gérant des Rams. Il a été chercher son bon ami Jared Goff, son nom me revient. C'est le premier geste qu'il a posé, c'est son ancien ami, qui était numéro 1 overall, comme on dit, à l'encan de 2016. Les Rams, justement, qui ont l'habitude d'échanger leur premier choix depuis 2017, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont plus de premier choix jusqu'à 2024. Mais c'est une chance pour Stafford qui la mérite. Maintenant, la question, c'est avant tout de savoir, est-ce que c'était une question de salaire? Mais le rendement de Matthew Stafford va nous le dire bientôt si... Est-ce qu'ils ont bien fait? Moi, je pense que oui. Maintenant, nous allons parler de l'événement de l'année, soit dimanche prochain, l'événement, tout sport confondu, le Super Bowl. La COVID vient frapper le Super Bowl aussi. Je veux dire, il y aura moins de gens dans les estrades. Mais ce que j'ai aimé aux États-Unis, et c'est ce que je vous dis aussi, ne faites pas trop de party du Super Bowl. C'est pas une bonne idée. Présentement, les autorités craignent et exhortent les gens aux États-Unis de faire attention. Parce que vous le savez, le party du Super Bowl s'est rendu plus gros que la fête de Noël. Et là, si les gens se réunissent, vous connaissez le résultat, il y aura plus de contagion. Moi, j'ai aimé l'initiative aussi aux États-Unis, spécialement à New York. Le Yankee Stadium est maintenant transformé en centre de vaccination pour les gens du Bronx. Bravo du côté de cette organisation. Pour revenir au Super Bowl, c'est un match qui va passer à l'histoire, ça c'est bien certain, c'est le 55e, comme vous le savez, de l'histoire. Surtout si Tampa Bay l'emporte, c'est carrément le match de l'année. Et la semaine qui précède le Super Bowl, ça nous amène toujours toutes sortes d'éléments. Ça alimente le plaisir autour du football. C'est vraiment intéressant et comme dirait l'autre, c'est le fun. Et la grande question dimanche, est-ce que Patrick Mahomes remportera un deuxième Super Bowl d'affilée? Ou Tom Brady remportera un 7e Super Bowl en carrière, ce qui se passe de qualificatif tellement l'exploit est grandiose. Tom Brady, même sans victoire, était déjà numéro 1 considéré par plusieurs de tous les temps. Et s'il fallait qu'il gagne, c'est tout simplement la cerise sur le Sunday. Il y aura toujours des sceptiques, mais ils sont de moins en moins nombreux. Je vous parle souvent de Tom Brady, mais maintenant c'est au tour de Patrick Mahomes, qui représente la relève de la NFL. Moi, j'aime bien dire que c'est le chef des Chiefs. Cette semaine, un ancien entraîneur, coordonnateur offensif des rangs mineurs du nom de Jack Kingley du Kentucky, qui a bien connu Patrick Mahomes, qui a déjà une belle feuille de route à 25 ans et qui a gardé contact avec ce joueur, on voit ça beaucoup dans le sport professionnel, a dit de lui, l'ayant côtoyé pendant quelques années, qu'il était simple, il est vrai, tout comme Tom Brady. What you see is what you get with Patrick Mahomes. Il n'y a pas de bullshit, c'est un gars d'équipe, un super être humain, moi c'est ce que je retiens, il est humble, les gars jouent pour lui, et c'était également un joueur de basket vraiment très talentueux, il est tout simplement un naturel, un athlétique comme on dit dans le jargon du sport professionnel, il était bon dans tous les sports, il a su saisir sa chance sans jamais regarder par-dessus son épaule, et il est très professionnel à chaque instant, il a une présence encourageante et c'est un leader positif. Et ce qu'on reconnaît aussi chez les leaders positifs, on aime être en leur présence. Son dernier commentaire de cet entraîneur sur Patrick Mahomes, c'est qu'il a un freaky arm talent. Il a un bras à faire rêver. Maintenant, du côté de Brady, certaines statistiques qui font saliver et qui laissent bouche bée. À 43 ans, il a joué une seule saison, donc, avec les Buccaneers de Tampa Bay jusqu'ici. Il est déjà le meneur pour les passes de toucher en éliminatoire. Il faut dire que les Bucs existent déjà depuis 1976, mais c'est une concession, comme on en voit dans le sport professionnel, qui n'a aucun succès en séries éliminatoires. Là, cette année, disons qu'ils étaient dus, et ils ont su engager l'homme de la situation. Tom Brady, le plus de victoires en série depuis qu'il a l'âge de 35 ans, que tout autre quart arrière de l'histoire. Ça veut tout dire.
Depuis qu'il a 35 ans, il les surpasse complètement. 4 Super Bowls en 5 ans avec cette année. 3 fois après 40 ans, il a atteint la finale du Super Bowl. Et aucun autre quart l'a fait après 40 ans. Ça aussi, ça veut tout dire. 10 fois au Super Bowl, 9 fois il l'a raté à la fin de l'année, le Super Bowl. Il a joué 19 saisons plutôt que 20 parce qu'il y a une saison qu'il a manqué à cause de blessures. Donc, ça veut dire que si vous engagez Tom Brady, vous êtes à 50% sûr de vous rendre au Super Bowl. C'est tout simplement, on pourrait dire, une carrière qui pourrait se comparer à Gretzky. C'est le Wayne Gretzky du football. Et il parle déjà de l'an prochain, après ce match. Donc, tu vois la mentalité des gens qui ont du succès. On pense déjà, on n'en a jamais assez. On pense au succès à venir. Maintenant, côté prédiction, ça sera sûrement le plus beau Super Bowl, je dirais, depuis au moins 25 ans. Ça va être très serré. Moi, personnellement, j'ai peur de l'attaque des Chiefs. Peut-être le point faible des Buccaneers, c'est un petit peu la défense, même si la défense, la semaine dernière, plutôt il y a 2 semaines, c'est elle qui a fait en sorte qu'on a battu Green Bay. Mon cœur est déchiré, je prends pour Tom Brady, mais la logique, je pense que les Chiefs devraient l'emporter. Un détail maintenant sur Tom Brady, est-ce qu'il va jouer jusqu'à 50 ans? Est-ce qu'il est le Gordie Howe du football qui, lui, a joué jusqu'à 52 ans? Et Chris Chelios qui a remporté la Coupe Stanley à l'âge de 46 ans. Et en marge du Super Bowl, comme je vous le disais, bien, il y a le spectacle du mi-temps, il y a des points de presse qui sont donnés. Il y en a eu un il y a 2 jours, donné par The Weeknd. C'est l'artiste qui sera mis en vedette lors de la mi-temps. Il a donné un point de presse qui avait de l'air improvisé pratiquement. Il était peu loquace, il a peu parlé, mais il a parlé d'un spectacle familial. Les questions étaient ordinaires et courtes. C'était plutôt improvisé, comme je vous le dis. Certains médias ont été acceptés sur place, mais ils étaient ciblés. C'est un parti pris. Il y avait Entertainment Tonight, Access Hollywood. Ce sera tout un spectacle. Lui a fait une promesse, ce sera quelque chose de nouveau. Il a mentionné qu'il était inspiré par un spectacle de la mi-temps qui avait été donné par Diana Ross, je crois que c'était en 1996, où elle arrivait sur une grue. Il est aussi beaucoup, comment je pourrais dire, impressionné et inspiré de Prince, Michael Jackson et bien évidemment Beyoncé. Il y a un journaliste qui est arrivé en retard, il a posé une question qui avait déjà été posée, mais ça arrive dans les points de presse, que voulez-vous. Et un fait honorable pour nous Canadiens, c'est le premier artiste canadien qui va donner un spectacle en solo lors de la mi-temps du Super Bowl. Ça, c'est quelque chose. Et il a donné un conseil pour ceux qui s'apprêtent à faire une carrière musicale. Il a dit, n'oubliez pas de persévérer. On va maintenant y aller avec la section potin. On va patiner un petit peu. On va tout d'abord y aller avec le hockey. C'était le retour, plutôt la première fois que Zdeno Chara, ça se déroulait à Washington, qu'il affrontait son ancienne équipe, les Bruins de Boston. Moi, j'ai aimé ses commentaires qui démontrent la grandeur de l'homme parce qu'il jouit parfois d'une mauvaise réputation, mais c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté. Il a parlé de ses anciens coéquipiers, les Bruins de Boston, avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 2011, comme étant ses frères. On voit la mentalité exactement familiale, parce que c'est ça au hockey, il y a une mentalité qui nous rapporte à la famille, tandis qu'on voit un peu moins ça au baseball, qui est un sport un peu plus individualiste, non seulement dans la façon de jouer avec 9 positions individuelles, c'est différent du hockey. Donc, maintenant, on va y aller avec un autre dossier qui est bizarre et triste, celui de Tony DeAngelo des Rangers de New York. Lui, c'est terminé avec les Rangers, comme vous le savez. Il y a Rick Campanello qui a couvert les Rangers de New York pendant plusieurs années. Maintenant, il travaille pour l'Athletic de New York. Donc, c'est une source sérieuse. Il est bien placé. Comme je vous le dis, ça fait des décennies. Il est bien au courant, bien au fait de ce qui s'est passé dans le dossier de DeAngelo. Ça paraît étrange, mais il était respectueux, ce joueur, avec les médias à New York quand c'était le temps de parler hockey. Il n'a pas été réclamé, comme vous le savez, au ballottage. Cet été, il était sur le marché des échanges. On n'a reçu aucune offre sérieuse. Mais c'est quand même un bon joueur, mais il faut le dire, il faut le mentionner, c'est du gaspillage en haut des épaules. Peut-être que de tenir des propos comme ça à droite et à gauche, il aura tiré sa leçon. L'an dernier, quand même 53 points en 68 matchs pour l'année 2020. C'est quand même le 4e défenseur au niveau de la LNH pour les points. Est-ce qu'il y aura une deuxième chance? Sûrement, parce qu'il a beaucoup quand même de talent, ce joueur. Il a eu 3 chances. Il a été avisé de changer de ton. Deuxièmement, ses interventions sur les médias sociaux, dont Twitter, il a eu un dernier avertissement là aussi. C'était peu apprécié par la direction des Rangers et pour cause. Mais la 3e fois, avec la bagarre dont on ne saura jamais
les relents et aboutissants. On ne saura jamais vraiment la vérité. S'est-il battu avec Chris Kreider? Est-ce que c'est Chris Kreider qui est intervenu parce qu'il y avait une bagarre avec un autre? C'est un peu comme l'assassinat de JFK. On ne saura jamais la vérité. Mais c'est quand même un joueur qui était apprécié dans le vestiaire, qui faisait rire les autres. Il n'avait pas apprécié d'avoir été en bon québécois benché lors du premier match des Rangers, alors qu'il avait argumenté trop longtemps avec l'arbitre. Tony DeAngelo, il a 25 ans, portait le numéro 77 avec les Rangers. Et déjà chez les joueurs juniors, on voyait qu'il aurait des problèmes de comportement. C'était un hot temper, un caractère bouillant, comme on dit. Manque de maturité, ça c'est le mot-clé. Peut-être que ça viendra. Il tenait déjà des propos homophobes et racistes. Ça, c'est très mal vu, spécialement en 2021. Maintenant, c'est un athlète qui est cocky. Un athlète qui est arrogant un peu. On dirait que cette qualité dans le sport professionnel est pratiquement essentielle, peut-être à part un Tom Brady de ce monde. C'est essentiel d'être cocky dans le sport professionnel pour avoir du succès. C'est les mauvais caractères qui font des gagnants, on dirait. Et l'époque n'est pas tellement loin, vous le savez, de ce qui se passe dans les vestiaires. Parfois, on ne sait pas tout, mais l'époque n'est pas tellement loin où il se donnait encore des claques sur la gueule dans le vestiaire du Canadien par les vétérans aux jeunes joueurs. On n'a qu'à penser à Henri Richard, qui prenait beaucoup de place dans le vestiaire. On a pensé aussi au baseball, les Aces d'Oakland qui se battaient entre eux, mais qui ont remporté 3 séries mondiales d'affilée, soit en 1972, 73 et 74. Il y a Reggie Jackson qui s'en est pris à son gérant sur le banc au Fenway Park de Boston. Je crois que c'est en 77 ou 78, son gérant Billy Martin. Un autre qui était très controversé. Il y a Jonathan Papelbon aussi, qui s'est aligné avec les Red Sox et les Phillies, qui avaient l'habitude d'engager des bagarres avec des coéquipiers. Et Patrick Roy. On connaît tous l'histoire qui s'est présentée dans le bureau de son entraîneur-chef, Bob Hartley, qui avait tout simplement détruit le bureau. Moi, je terminerai en citant, je crois que c'est Léo Durocher, un ancien gérant du baseball majeur, qui disait « Les bons gars finissent derniers ». Je suis un petit peu d'accord avec ça. On va parler maintenant d'Alexander Romanov. La réponse cliché de Claude Julien cette semaine, moi, je ne l'ai pas appréciée parce que je me dis comment on peut passer de candidat au Calder à joueur dont on donne un congé en disant ça lui ferait du bien, un match de repos. Mais c'est peut-être la différence. Parfois, on voit un joueur qui a des flashs, on va voir un jeune joueur ou un joueur qui semble avoir du talent, mais pourquoi est-il toujours sur la 4e ligne? C'est que la marche est autre entre être un joueur qui donne un rendement pendant 80 matchs dans la LNH et seulement des flashs, disons, sur une période de 10 matchs. C'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Il y a une véritable différence entre étiquette LNH et étiquette LNH 4e trio. Je vais terminer avec une petite nouvelle, moi, que je trouve tout simplement folle. On a vu cette semaine le périodique qui a révélé, le périodique El Mundo, qui est en Europe, qui a révélé que Lionel Messi faisait 215 millions en dollars canadiens par année. C'est le sextuple ballon d'or dans son cas, mais ça n'explique pas. C'est rendu fou. Moi, je me rappelle de l'époque où Gary Carter, je crois, avait été le premier à signer un contrat, je crois que c'est de 2 millions. C'est fou. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec 215 millions par année? Et ça, on ne compte pas les contrats avec Nike, etc. C'est devenu fou. Et le titre, c'était le contrat qui ruine le FC Barcelone. Son contrat se termine en fin juin. Il va probablement aller chercher plus. Et ça a débuté en 2017. En terminant, je vais vous parler d'un partenaire de l'émission très important, parce que vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche. C'est une entreprise qui porte bien son nom, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Vous êtes amateur de chasse et pêche, je vous le dis, c'est vraiment l'endroit pour vous. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Merci d'avoir été des nôtres, ça complète pour cette semaine. Ici Stevie Ray, bon week-end.